d'être présent ce soir pour m'entendre vous parler donc, des effets du changement climatique sur la migration et l'hivernage de la communauté d'oiseaux marins d'Atlantique Nord. Donc, si vous avez assisté à ce colloque depuis le début, vous savez que la migration des oiseaux, c'est un aller-retour régulier entre leur aire de reproduction et d'hivernage. Donc, ils font chaque année afin d'être présents sur leur lieu de nidification lorsque les ressources sont abondantes pour élever leurs jeunes et absents en période de disette, donc c'est-à-dire l'hiver, quand les ressources sont particulièrement rares. Et donc, ce phénomène de migration chez les oiseaux, ça donne parfois lieu à des trajets assez extraordinaires, comme celui donc, de la barge rousse à gauche, qui est capable de migrer plus de 10 000 km sans faire aucune étape dans le Pacifique Nord, sans même parler donc, de la sterne arctique, qui, elle, traverse donc, notre planète de pôle en pôle 2 fois par an et ne connaît ainsi jamais l'hiver. Mais aussi extraordinaires soient-elles, ces migrations peuvent être une source de danger pour les oiseaux qui la pratiquent, puisque les oiseaux migrateurs sont plus vulnérables que les résidents et ont besoin d'être protégés internationalement, donc aussi bien donc, sur leur lieu de reproduction, d'hivernage, ou encore pendant le trajet en lui-même, ou sur les sites de mue, ou pendant les étapes du trajet. Et ces oiseaux, ils sont particulièrement sensibles à différents dangers, tels que donc, les pertes d'habitat, les infrastructures humaines, les événements météorologiques extrêmes, ou encore la chasse, et l'impact des changements climatiques. Et moi, durant ma thèse, je me suis intéressée à ces derniers. Et plus particulièrement dans un endroit du globe qui actuellement est en train de se réchauffer de manière plus prononcée que les autres, l'Atlantique Nord. Et dans le futur, ce n'est pas nécessairement l'Atlantique Nord qui va se réchauffer le plus, mais ça va être l'océan Arctique. Et donc, il y a un réel besoin de mieux comprendre l'impact du changement climatique dans ces endroits-là pour les migrateurs. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes intéressés à un groupe d'oiseaux, donc les oiseaux marins, pour mieux comprendre ce qui allait se passer en Atlantique Nord avec le changement climatique. Et pourquoi les oiseaux marins? Tout simplement, ce sont des prédateurs menacés qui sont hautement mobiles et facilement observables et qui sont souvent utilisés comme sentinelles des écosystèmes marins. Donc, ça en fait des bons modèles d'études. Et si leur migration et leur hivernage a reçu de plus en plus d'attention au cours, je dirais, des 20 dernières années, il n'en reste pas moins qu'il y a un important manque de connaissances sur l'impact du changement climatique sur leur migration et leur hivernage, alors que ce sont pourtant des périodes clés dans le cycle de vie de ces oiseaux, puisque ce qui leur arrive pendant cette période peut avoir des impacts sur l'ensemble de leur cycle de vie suivant l'hiver. Donc moi, pendant ma thèse, on a essayé de répondre à la question qui est très large, de savoir quels sont les impacts des changements climatiques sur la migration des oiseaux marins d'Atlantique Nord. Et donc pour répondre à cette question, on s'est focalisé sur 5 espèces qui, à elles seules, représentent donc plus de 75% des oiseaux marins qui nichent en Atlantique Nord, et en termes de nombre. Donc on a 4 espèces d'alcidés, donc à savoir le mergule nain, le macaremoine, le guillemot de Troil et le guillemot de Brunique. Et la petite dernière, donc c'est pas un alcidé, c'est un laridé, une petite espèce de mouette qui s'appelle donc la mouette tridactyle. Et ces oiseaux, la première étape dans ma thèse, c'était de savoir où est-ce qu'ils migraient et où est-ce qu'ils passaient l'hiver. Et le problème quand on travaille sur les oiseaux marins, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont l'hiver, puisqu'ils ne sont à terre que quelques mois par an pour se reproduire et élever leurs jeunes, en fait. Et donc, si on a un peu de chance, ils vont ensuite partir en mer, pas trop loin des côtes, pour qu'on puisse faire des observations directes, et donc savoir où est-ce qu'ils vont. Mais la plupart du temps, ils vont parfois, donc souvent très très loin au large, et on a du mal à savoir où est-ce qu'ils sont. Et c'est en cela que l'utilisation donc, des GLS, des Global Location Sensors, a révolutionné l'étude de la migration chez ces oiseaux. Donc, c'est une toute petite balise. Vous avez un exemple là qui est entouré en orange sur la patte d'une mouette tridactyle. Donc cette petite balise, déjà, elle a l'avantage d'être très légère, c'est-à-dire qu'elle pèse environ 1 gramme, ce qui permet d'équiper donc, des espèces de faible poids. Et en fait, ce qui lui permet d'être si légère, c'est que l'information qu'elle stocke ne nécessite pas beaucoup de batterie à être stockée, puisqu'en fait, ce sont simplement donc, des niveaux de lumière qui sont enregistrés au cours du temps. Et avec ces niveaux de lumière, nous, on va pouvoir donc, calculer la durée du jour, ce qui est un proxy en fait, de la latitude, et également déduire l'heure du zénith, qui lui est un proxy donc, de la longitude. Et ainsi, pour chaque individu équipé, on va pouvoir remonter donc, à sa position. Et donc, on va obtenir 2 positions par jour, mais par contre, avec une précision plutôt de l'ordre de 200 km. Bon, vous allez me dire, bon, c'est bien beau, maintenant que vous savez où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on en fait pour déduire l'impact du changement climatique? Et bien, la première étape, c'est de comprendre le lien en fait, qui unit la position de ces oiseaux pendant l'hiver avec leur environnement pour ensuite, donc, une fois qu'on a établi ce lien, le projeter dans le futur avec les nouvelles variables environnementales pour déduire le changement climatique. Et ça, concrètement, comment on fait? On utilise des modèles. Donc, on va utiliser donc, les données de localisation de nos oiseaux, qu'elles soient obtenues directement ou avec les GLS.
Et donc, pour chaque localisation, on va extraire donc un certain nombre de variables environnementales qui nous intéressent. Donc, dans mon cas, c'est leur dépense énergétique, par exemple l'abondance de certains poissons ou encore la concentration en zooplancton. Et ensuite, j'utilise des modèles donc, qui s'appellent des HSM pour Habitat Suitability Model. Et en fait, ces modèles vont me permettre de comparer donc, ces variables environnementales là où les oiseaux sont avec les endroits là où ils ne sont pas. Et donc, ça va résoudre une équation. Et une fois que donc, ce lien mathématique est établi, je vais pouvoir le projeter dans des conditions actuelles. Et ensuite, donc, en déduire leur distribution par le modèle. Et puis, comparer avec ce qui se passe dans la réalité, ça va me permettre de savoir si mon modèle est assez performant ou non. Et s'il est jugé performant, je vais pouvoir projeter ce lien mathématique avec les conditions futures. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à comparer les cartes obtenues pour déduire l'impact du changement climatique. Et dans un premier chapitre de ma thèse, on avait fait l'hypothèse de se dire, bon, mes oiseaux, ils vont migrer, mais avec le changement climatique, pour survivre, ils vont nécessairement devoir suivre les conditions qui leur sont favorables. Et donc l'hypothèse, c'était de se dire que le réchauffement climatique allait nécessairement modifier leur répartition, mais dans une moindre mesure si on arrivait à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Pour rappel, les objectifs de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement global de notre planète à plus de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel avant la fin de notre siècle. Et donc, pour tester cette hypothèse, on a utilisé 2 scénarios climatiques, un ici en bleu foncé, le RCP 2.6, qui permet d'atteindre l'objectif de Paris. Mais donc, c'est clairement un scénario qui est assez contraignant en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième, c'est un scénario ici en rouge, donc le fameux RCP 8.5, où pour le coup, c'est tout l'inverse. On ne fait rien pour limiter nos émissions. Donc, encore une fois, j'ai essayé d'établir le lien entre la position de mes oiseaux avec leur environnement. Et ça m'a permis, donc, pour chaque espèce étudiée, d'avoir leur habitat qu'ils sélectionnaient pendant l'hiver. Et ainsi, pour chaque pixel de cette petite carte, ensuite, j'ai compté le nombre des espèces pour lesquelles ce pixel était un habitat sélectionné. Donc, ça va de 0 à 5, avec les 5 espèces qui vont choisir ce pixel pour hiverner. Donc là, vous avez un exemple dans les conditions présentes au mois de décembre. Et on peut observer, par exemple, qu'on a le golfe du Maine, les aires au large donc de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve qui sont sélectionnées de façon importante par la communauté d'oiseaux marins. On a également quelques zones donc, au centre de l'Atlantique ou encore en mer du Nord qui regroupent un certain nombre d'espèces. Et si on projette donc, le fameux lien mathématique avec le scénario 2.6 pour lequel l'accord de Paris est obtenu, finalement, on observe finalement très peu de changements. Ce n'est pas du tout le cas, par contre, sous le scénario 8.5, où au contraire, on a des changements qui peuvent être très marqués, par exemple, avec le golfe du Maine, qui, lui, ne va plus être sélectionné par la communauté d'oiseaux marins, à contrario donc, de zones comme le golfe du Saint-Laurent, donc toujours le large de Terre-Neuve, mais beaucoup plus vers la mer du Labrador, ou encore la baie de l'Hudson, qui vont être beaucoup plus sélectionnés. Et ces changements, ils vont pouvoir induire donc, des gains et des pertes en termes de taille d'habitat sélectionné, en particulier si la limite sud de la répartition des oiseaux shift vers le nord plus rapidement que la limite nord. Et donc, par exemple, si on compare la taille des habitats par rapport au présent en fonction donc, des deux types de scénarios à plus ou moins long terme pour les espèces, voilà ce qu'on obtient. Chez le mergule, par exemple, au mois de décembre, on remarque une nette décroissance dans la taille des habitats sélectionnés, en particulier si on ne respecte pas l'accord de Paris à long terme. Et ça, c'est une tendance qui va se poursuivre sur tous les mois de l'hiver. Mais par contre, ce n'est pas le cas nécessairement de toutes les espèces. Par exemple, pour le guillemot, donc celui-là, c'est le guillemot de Troy, et en fait, c'est l'inverse. Au mois de décembre, avec le réchauffement climatique, on va avoir une expansion de leur habitat qui est sélectionné, et ça, c'est principalement dû au réchauffement de l'Arctique qui va ouvrir en fait des zones qui jusque-là étaient englacées et particulièrement froides, et là, elles vont devenir plus favorables à l'hivernage de ces oiseaux. Et ça, c'est également une tendance qu'on retrouve sur l'ensemble des mois de l'hiver. Donc, en conclusion de ce chapitre de ma thèse, on peut atteindre, en réponse au changement climatique, des glissements vers le nord des aires d'hivernage. Donc là, je vous parle de choses qui sont quand même assez progressives. Donc, d'ici la fin du siècle, des changements vraiment très, très, très progressifs de leurs aires de répartition. Et nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'il allait se passer si on avait des changements qui sont non linéaires. Et on s'est intéressé à ce moment-là à ce qui se passe actuellement en Arctique. L'Arctique, il se réchauffe actuellement 2 fois plus vite que le reste de notre planète. Et selon donc, le fameux scénario RCP 8.5 qui est le plus pessimiste, à la fin de chaque été d'ici 2050, il n'y aura plus du tout de glace au pôle. Et nous, l'hypothèse qu'on en faisait pour la migration de nos oiseaux arctiques,
c'était que plutôt que d'aller sur la façade atlantique ou en mer de Barents, comme c'est actuellement le cas, cette fonte de la banquise, ça pourrait faciliter des stratégies donc, de résidanat. Les oiseaux arrêteraient de migrer. Ou au contraire, ça pourrait représenter la fonte d'une barrière à la migration avec des oiseaux qui, pourquoi pas, pourraient aller dans le Pacifique. Et donc nous, pour tester un peu ces hypothèses et la faisabilité, entre guillemets, de ces deux stratégies, on a toujours relié l'environnement avec la présence des oiseaux, on l'a fait pour le mergule, pour savoir si les habitats dans le futur allaient être en adéquation avec ces deux nouvelles stratégies. Et donc voilà ce qu'on obtient si on projette donc, ces fameux liens mathématiques pour le mergule dans le présent. Donc vous voyez, on va obtenir donc, des zones de nidification en rouge, prédites par le modèle, des zones utilisées pour la recherche de nourriture l'été en jaune, et enfin, en rose pétard, les zones qui sont dédiées à l'hivernage. La première chose déjà qui est rassurante, c'est que ça reste en cohérence avec ce qui est connu de chez le mergule, donc notre modèle fonctionne plutôt bien. Et l'autre chose qu'on remarque tout de suite, c'est que en fait, le Pacifique est déjà favorable à l'hivernage des mergules. Et ça, c'est aussi en adéquation avec les quelques rares observations de mergules qu'on trouve de ce côté du globe. Si on s'intéresse maintenant aux stratégies donc, de résidence qui ont lieu actuellement et qui sont prédites par le modèle donc ici en bleu, on observe qu'elles sont parfois possibles à très haute latitude, comme au Spitzberg, où là encore, il y a quelques rares observations pendant l'hiver, en pleine nuit polaire, de mergules qui sont en train de se nourrir. Donc encore une fois, notre modèle semble assez satisfaisant. Et si on regarde ce qui se passe dans le futur pour la stratégie résidente, ici en bleu foncé, on voit donc que cette stratégie continue d'être possible dans le futur à des latitudes par contre parfois encore plus élevées, comme dans l'Arctique russe en terre François-Joseph. Enfin, si on s'intéresse aux aires d'hivernage dans le futur, donc on a pas mal d'endroits qui sont en bleu pétant, qui représentent les aires qui vont continuer à être favorables pour le mergule nain en hiver. Vous avez en bleu foncé les zones qui vont être perdues et en bleu, on va dire qu'on va qualifier de moyen, donc des zones qui vont devenir favorables dans le futur pour leur hivernage. Et donc, encore une fois, on observe un décalage vers le nord dans certaines zones, par exemple en mer de Barents. Et l'autre chose qu'on observe, c'est que le Pacifique va rester favorable à la migration des mergules dans le futur. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que les stratégies de migration transarctique et de résidanat, elles semblent en adéquation finalement avec les habitats actuels et futurs. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que les oiseaux vont faire ces migrations, mais ça veut dire que s'ils décident de le faire, les habitats y seront favorables. Et enfin, on s'est demandé quelles étaient les conséquences énergétiques de ces nouvelles stratégies migratoires. Donc encore une fois, on a pris les mergules en exemple, mais pas n'importe lesquels. On a regardé ceux qui nichent en terre François-Joseph, donc c'est une toute petite île dans l'Arctique russe. Et là, on a comparé en fait, les dépenses énergétiques de leur migration actuelle dans les zones bleues, donc au large d'une petite île qui s'appelle Jan Mayen, ou en mer de Barents, avec l'énergétique qui serait induite par la stratégie résidente, ou carrément la migration dans le Pacifique Nord. Et donc pour faire cela, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Nishmapper. Et voilà ce que nous dit Nishmapper. Donc pour le mergule, si on regarde donc la dépense énergétique au cours de l'hiver, eh bien, ça nous dit que de rester soit en mer des Barents actuellement ou d'être résident dans le futur, ça coûte quand même pas mal d'énergie en lien avec le fait que les conditions qu'on y trouve sont particulièrement froides. La stratégie actuelle d'aller hiverner au large de Jan Mayen, elle est peu coûteuse finalement en début d'hiver, mais par contre, il y a un moment donné, ça commence entre guillemets à cailler, donc pareil, ça va quand même coûter de l'énergie à ces oiseaux d'être là-bas. Et aux surprises, la dépense énergétique de la migration vers le Pacifique n'est pas si coûteuse. En fait, les coûts liés au transport qui sont du coup augmentés du fait de la longueur en fait, de la migration va être largement compensés par les conditions plus chaudes qu'on retrouve dans le Pacifique Nord qu'actuellement en Atlantique. Donc en conclusion de ce chapitre, en plus donc des glissements vers le nord, on se rend compte qu'il y a potentiellement de nouvelles stratégies migratoires qu'on va voir émerger en réponse au changement climatique. Bon, ceci dit, donc, ces études, elles ont quand même un certain nombre de limites. Par exemple, je ne tiens pas du tout compte de la fidélité au site ou à la génétique de la migration. C'est-à-dire qu'on a des espèces qui sont très, très fidèles d'une année sur l'autre, soit à leur site de reproduction ou encore de migration. Et du coup, elles ne vont pas changer du jour au lendemain d'aire d'hivernage ou encore de trajet migratoire. C'est des changements quand même conséquents.
Mais par contre, on se rend compte que c'est très espèce dépendant, avec des espèces qui, par exemple, comme la mouette ivoire, d'une année sur l'autre, le même individu, il peut carrément changer de bassin océanique. Par exemple, il y a des individus qui vont migrer un hiver en Atlantique Nord et puis l'année suivante en Pacifique. Donc ça va nécessiter de se concentrer beaucoup plus sur les différentes espèces pour connaître l'impact du changement climatique sur ces nouvelles migrations. Enfin, je vous bassine depuis le début avec ce fameux lien entre la distribution des oiseaux et l'environnement. Et je fais l'hypothèse, moi, quand je le projette dans le futur, c'est que ce lien va rester le même entre le présent et les conditions futures. Et ce n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, il y a des oiseaux qui vont pouvoir changer de comportement ou exprimer leur métabolisme de façon différente ou changer de régime alimentaire. Et ça, c'est en lien donc, avec une certaine flexibilité qui peut être soit liée à la plasticité de leur phénotype ou encore à de la microévolution. Et là, encore une fois, on a besoin de plus d'études pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette flexibilité pour bien appréhender l'impact des changements climatiques sur la migration des oiseaux. Mais nos études, elles n'ont finalement pas que des limites, elles ouvrent aussi un certain champ des possibles. Par exemple, depuis tout à l'heure, je vous parle de changement climatique à des grandes échelles de temps et surtout des grandes échelles spatiales. Et en fait, on pourrait s'intéresser à des événements plus ponctuels, comme les événements climatiques extrêmes, comme par exemple les cyclones de haute intensité, qui sont par exemple prévus d'être beaucoup plus nombreux et avec des intensités plus fortes dans le futur, et particulièrement à haute latitude. Et ça pourra avoir des impacts sur la migration des oiseaux marins. Et ça a notamment fait l'objet de mon 3e chapitre de thèse, et je serais ravie d'en parler plus avant avec vous, soit dans d'autres conférences, ou si vous avez des questions sur ce sujet. Et finalement, ma thèse, elle n'avait pas nécessairement vocation à faire de la conservation, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait pas mal d'aires, donc ici encerclées par du orange, qui étaient des zones d'agrégation de la communauté d'oiseaux marins d'Atlantique Nord et qui finalement n'étaient pas protégées par les aires marines actuelles, donc qui sont ici en vert, en bleu ou en bleu foncé. Et donc ça pouvait poser potentiellement des problèmes déjà de conservation. Et puis surtout, ce que notre étude elle montre, c'est que ces aires marines protégées, il va falloir qu'elles tiennent compte du potentiel shift, donc de distribution des espèces, pour être efficaces. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Manon. Et effectivement, il y a quelques questions. On va y passer tout de suite. Tu peux peut-être laisser ton PowerPoint. Je pense que, comme c'est souvent le cas, quand on a des modèles, on va avoir des questions sur... il va falloir que tu nous réexpliques quelques trucs. La première question, qui est de Laetitia Vibert, de nos meilleures pourvoyeuses de questions. Bonsoir. A priori, le shift de zone d'hivernage serait-il dû au changement de conditions climatiques de la zone ou plutôt de manière indirecte à la modification de l'accès aux ressources? Par exemple, shift dans la distribution de certains poissons. Donc en fait, moi, dans ces modèles, dans le premier chapitre, j'ai effectivement tenu compte des deux, à savoir donc des changements potentiels de leur distribution de proie. Alors, c'est essentiellement soit du zooplancton, soit des poissons. Et effectivement, ces espèces-là, elles vont également shifter vers le nord. Mais on s'est rendu compte que ce qui drivait essentiellement ce shift de distribution, c'était les changements en termes de dépenses énergétiques. Et ces dépenses énergétiques, elles sont liées nécessairement à la température. Donc ça va rendre favorable à un certain nombre de conditions à plus haute latitude qui vont permettre aux oiseaux de rester de plus en plus au nord, à condition, encore une fois, qu'ils trouvent de quoi se nourrir à ce moment-là. C'est un trade-off finalement entre la disponibilité des proies et la dépense énergétique. Ok, du coup, ça répond aussi à la question de Clémentine. Ensuite, on a Marion Fiorentino qui dit déjà merci pour cette présentation très intéressante. Quels sont les effets du changement climatique pris en compte dans votre modèle? Les modifications de température seulement ou également tous les possibles effets indirects type diminution du plancton, etc. Donc, ça rejoint un peu. Donc dans ces fameux modèles, nous, on s'était intéressé à la dépense énergétique et dans la manière dont on modélise la dépense énergétique, il y a par exemple la température de l'air et de l'eau, il y a la vitesse du vent, la couverture nuageuse ou encore l'humidité relative qui sont pris en compte. Et vu qu'on s'est intéressé aussi aux proies, donc soit on a utilisé des sorties de modèles climatiques qui prédisent également la concentration en zooplancton dans nos océans. Et puis après, quand on s'est intéressé aux poissons, il a fallu faire un modèle spécialement dédié aux poissons. Et là, encore une fois, on tenait compte donc, de la température, mais aussi, par exemple, de certains substrats ou encore de la profondeur ou de la présence de glace. Donc ça faisait quand même beaucoup de données climatiques, oui, à prendre en compte.
Ensuite, j'ai Harold Dinclos qui demande « Partir migrer en Pacifique n'induirait-il pas une migration hivernale sur un axe sud vers le nord et donc une première pour notre hémisphère ?» Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui font déjà, grosso modo, qui se déplacent vers le nord pour migrer au lieu de se déplacer vers le sud en hiver? En fait, donc déjà, on a des mouvements qui sont faits, par exemple, les mergules de l'est du Groenland, avant de migrer plus au sud, ils font un petit crochet vers le nord pour aller muer. Donc on sait que des fois, il y a effectivement des déplacements vers le nord. Et là, donc, je vous parlais donc, de migration vers le Pacifique, mais il faut savoir que cette migration, elle peut avoir lieu dans l'autre sens, donc des oiseaux du Pacifique qui, eux, vont migrer en Atlantique. Et c'est déjà observé, on a quelques rares observations, par exemple, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est de Macareux UP, qui ont déjà été observés dans notre océan, dans notre façade océanique, entre guillemets. Donc, ouais, ça peut se faire, donc c'est attendu. Après, à voir, est-ce que dans le futur, ça va avoir lieu de plus en plus et vraiment sur des phases de migration et pas juste de mouvements erratiques ou de dispersion, ouais, mais ça sera à suivre. J'ai Régis Puren qui demande, merci pour cette présentation, serait-il possible d'ajouter à cette analyse la variable industrie de la pêche et son évolution parallèle via les zones de pêche? Oui, alors effectivement, nous, dans cette étude, on arrive à localiser les oiseaux et effectivement, ça pourrait être très intéressant d'avoir, par exemple, les quantités de poissons pêchés. On ferait juste finalement une superposition de cartes. Donc oui, ça c'est faisable. Après, dans nos modèles, là où on a un peu du mal à tenir compte de la pêche, c'est par exemple, je vous ai expliqué donc qu'on liait la présence des oiseaux avec la disponibilité de leurs proies, dont les poissons. Et on a encore du mal à implémenter qu'est-ce que finalement la pêcherie haute comme ressource à nos oiseaux dans nos modèles. Très bien. Ensuite, alors une question, je pense que tu as déjà répondu partiellement, mais Damien qui demande quid de la prise en compte des déplacements possibles des ressources halieutiques dans ces modèles? Et il me semble que tu en as parlé tout à l'heure. Oui, alors si ça intéresse particulièrement de savoir comment est-ce qu'on peut prédire les champs, enfin la disponibilité en poissons, je conseille d'aller regarder ce qui se fait du côté de l'université de Vancouver, où il y a un William Chung et son équipe donc, qui travaillent à plein temps là-dessus et qui développent des modèles pour s'intéresser uniquement aux poissons. Très bien. Servan N demande, avec l'évolution des stratégies de migration des espèces, on peut supposer une plus forte compétition entre les espèces. Avez-vous pu analyser ou questionner sur l'impact de ces potentielles interactions pour les espèces étudiées? C'est une excellente question parce que ça fait partie malheureusement des variables qu'on a vraiment beaucoup de mal à implémenter dans nos modèles, les effets biotiques de la compétition ou encore de la prédation. Alors oui, on pourrait s'attendre à ce que du fait que finalement il y a une rétractation des aires d'hivernage vers le nord, tout ce petit monde se retrouve dans une surface beaucoup plus petite et que forcément la compétition pour les ressources, augmente. Et puis un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que je dis mes mergules potentiellement ils peuvent partir donc, vers le Pacifique, sauf que s'ils partent dans le Pacifique, alors certes l'habitat va leur convenir d'un point de vue thermique, etc. Par contre, ils vont être en compétition avec plein d'autres alcidés, donc par exemple les stariques, qui sont pareil, des tout petits alcidés comme les mergules qui se nourrissent exactement de la même chose. Donc en fait, là, il va y avoir pareil pour le mergule, s'il va dans le Pacifique, il va falloir qu'il défende son bout de gras. Ouais. Il y a Serge Risser qui demande « Est-ce que l'impact des scénarios 2,6 et 8,5 sur la nidification a été modélisé? Et est-ce que ça ne pourrait pas affecter les prévisions du modèle de migration et d'hivernage ?» Alors, de mémoire, je ne pense pas. Je voudrais vraiment pas dire de bêtises. Par contre, ce qui a été montré, c'est l'impact donc de ces scénarios, par exemple sur le timing de la reproduction. Mais alors sur les lieux d'hivernage, je voudrais vraiment pas dire de bêtises. Je suis pas très au courant en tout cas. Ok. Oui, parce qu'en fait, toi, tes modèles, ils incluent. Est-ce que ça inclut à un moment des paramètres de dynamique des populations ou c'est purement de la modélisation de niche? On est d'accord? C'est de la modélisation de niche. Par contre, il y a Carnero et donc ses collaborateurs qui ont commencé à implémenter pas mal de principes de démographie en plus des modèles d'habitat, des modèles de niche en fait. Donc c'est la prochaine piste de nos recherches, c'est ça. Ok. Il y a Marion D qui dit « Merci pour cette super présentation. Vous parlez de réponses différentes en fonction de l'espèce concernée.
pourrait-il y avoir des stratégies différentes au sein d'une même espèce entre différentes populations, par exemple, ou colonies? Oui, c'est déjà le cas. On observe certaines populations qui peuvent être partiellement migrantes, donc avec un certain nombre d'individus qui quittent la zone l'hiver et d'autres qui restent. Et même, oui, donc dans la même population, ça se fait. Et ça peut être aussi fonction, par exemple, de l'âge, de l'expérience ou du sexe. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est encore de la compétition, on a déjà répondu. Ça, on l'a déjà dit aussi. Donc, il y a pas mal de questions qui reviennent sur la lyotique et la compétition. Tac, tac. Au début, il y avait Rémi Fay qui demandait que savons-nous de la relation entre la température et les ressources alimentaires? Est-ce qu'il y a un rapport direct, simple? En fait, il y a des choses relativement, enfin, je ne vais pas dire basiques, mais par exemple, ça impacte à des échelles, ne serait-ce que cellulaires, finalement, la température, elle augmente les réactions, enfin, la vitesse des réactions chimiques. Et à l'échelle, par exemple, du phytoplancton, ça va également favoriser tout ce qui est photosynthèse. Et par exemple, en faisant fondre la glace, la température, elle favorise un certain nombre d'absorption de lumière, ce qui augmenterait, on va dire, la photosynthèse, par exemple, en Arctique, dans un premier temps en tout cas. Et au contraire, les organismes, ils ont aussi des gammes de température sur lesquelles leur métabolisme est optimum. Et si on dépasse trop cette température-là, au contraire, ça peut avoir un effet délétère. Et au niveau donc, des ressources, ça impacte l'ensemble de la chaîne trophique. Une dernière question pour la route. Et Christian qui se demande, le Mergule est-il capable de traverser non-stop l'Arctique gelé pour aller de l'Atlantique Nord au Pacifique compte tenu de son vol énergivore? Non, je pense. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je ne pense pas. Après, un mergule, ça vole à 13 mètres secondes, un truc comme ça, donc ça doit faire du 60 km/h non-stop. Effectivement, c'est un vol très énergivore. Donc, au-dessus de la glace, j'y crois pas trop sans faire de pause. Après, je peux me tromper. Et encore une fois, il y a un autre phénomène qu'on retrouve en Arctique, c'est les polynies. Donc, en fait, c'est des zones qui sont libres de glace, mais qui sont finalement, c'est un peu des piscines ou des mares qu'on trouve au sein même de la banquise. Donc, peut-être qu'ils pourraient faire, même actuellement, des étapes dans ces polynies. Il y en a certaines qui sont déjà largement identifiées et connues, mais il y en a qui sont quand même très soumises aux conditions locales. Donc, d'ici à prévoir leur trajet, je ne suis pas certaine de pouvoir le faire. Très bien. Eh bien, merci, bravo encore, et merci beaucoup, Manon, de ta présentation.